Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous avons choisi ce soir le film d'André Cayatte, Les chemins de Katmandou, pour évoquer le phénomène hippie. Le phénomène hippie est né il y a environ une dizaine d'années aux États-Unis sur la côte ouest et petit à petit, il a gagné l'Europe. Si l'on veut s'en tenir aux apparences, et là strictement aux apparences, on peut dire, je crois, que le phénomène hippie, c'est une jeunesse qui refuse les modes de vie de notre société, de la société actuelle, et qui essaye d'en différer par tous les moyens, que ce soit par les vêtements qu'elle porte ou bien par son comportement. Je crois qu'on peut dire aussi que le phénomène hippie, c'est une certaine liberté sexuelle assortie d'un slogan « Faites l'amour et pas la guerre ». Ce sont des fleurs dans les cheveux, c'est un pèlerinage à Katmandou, au Népal, à la recherche d'une certaine mystique. Et puis je crois qu'on peut dire aussi que le phénomène hippie n'est pas dissociable de la drogue. Mais ce sont là des apparences, ce sont là, si je puis dire, des images d'Épinal, de ceux qui ne connaissent pas nécessairement le phénomène hippie. Et si l'on veut aller plus loin, c'est ce que nous voudrions essayer de faire ce soir avec nos invités, eh bien on peut s'interroger, on peut se demander ce qu'il y a derrière ces apparences, derrière ces images d'Épinal. Quelle est la vérité fondamentale du phénomène hippie et quels sont les objectifs que recherchent véritablement ceux qui se recommandent du phénomène hippie. Pour y répondre, nous avons réuni ici ce soir sur le studio des dossiers de l'écran beaucoup de monde, vous allez voir, vous allez les découvrir dans un instant. Et parmi tous ces invités, un certain nombre d'entre eux qui se réclament justement du phénomène hippie. Et je commencerai en vous présentant Brigitte Axel. Brigitte Axel qui est qui vit dans les communautés hippies et qui a effectué justement le pèlerinage à Katmandou. Vous allez pouvoir suivre tout à l'heure, non pas le même bien sûr, mais dans le film de Cayatte. Et elle pourra vous dire pourquoi elle a été à Katmandou, ce qu'il y a vu. Elle a d'ailleurs consigné ce voyage et toutes les aventures qu'elle a vécues en allant à Katmandou dans un ouvrage qui s'intitule H, H comme hippie. À côté d'elle, son mari, qui est un Canadien anglais, qui s'appelle Richard Finney, et qui, après ses études, a décidé de vivre dans les communautés hippies, sans travail ni domicile fixe. Une troisième invitée qui a souhaité être présentée sous le pseudonyme de Groseille. Elle est à côté de moi, elle est monégasque, et elle prépare un doctorat en psychologie. Et puis Joseph France qui appartient à une communauté qui s'intitule Les Enfants de Dieu. Michel Lancelot qui est journaliste, qui est écrivain, qui est l'auteur du premier livre français, je crois qu'on pourrait même dire, du premier livre dans le monde sur le phénomène hippie qui s'intitule « Je veux regarder Dieu en face ». René Barjavel, qui est le co-auteur du scénario du film que nous allons voir, co-auteur avec André Cayatte. Thierry Molnier de l'Académie française, qui ne sera ce soir peut-être pas toujours très tendre avec nos invités hippies, si l'on en juge par les différents écrits qu'il a publiés sur le phénomène. À côté de lui, le docteur Pierre Bensoussan, qui est psychiatre, et puis Alain de Montebello, qui est responsable international de l'organisation Frères des Hommes. Voilà, vous connaissez maintenant nos invités. Je vais vous laisser regarder le film, non sans vous avoir rappelé que dès 21h30, d'ailleurs nous vous passerons un panneau sur votre écran à ce moment-là pour vous rappeler les numéros d'appel, vous pourrez entrer en contact avec nous, avec SVP, pour poser vos questions ou au contraire pour donner votre opinion, et vous pourrez le faire tout au long de la soirée jusqu'à 23h30. À tout à l'heure. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions à SVP. On va vous passer dans un instant le panneau pour vous rappeler les numéros d'appel, mais sans attendre et tout de suite, je voudrais donner la parole à Guy Darbois qui déjà, pendant la projection du film, l'a dit tout à l'heure, a reçu énormément de questions. SVP ? Oui, avant les questions, je vais vous faire part de quelques réactions. Bien entendu, ce sont des réactions isolées, mais leur nombre vous donnera peut-être une idée de l'opinion dans laquelle le public français tient les hippies. À mon avis, dit une dame de Pantin, les hippies sont des lâches qui n'ont pas le courage d'affronter la vie, ils ne font absolument rien, et pourtant il faut un minimum pour se nourrir ou se vêtir. Ils profitent donc du travail des autres. Tous les hippies, dit une autre dame du 16e arrondissement, sont des gens qui vivent aux dépens des autres, ce sont donc des paresseux, et si tout le monde agissait de la même manière, que deviendrait-on? Ces pauvres types devraient être laissés à mourir de faim, car ce sont de pauvres loques. Une autre dame dit « Le phénomène hippie présente un certain idéal, mais pourquoi la drogue ?
Ou bien est-ce que l'invitation faite au docteur Bensoussan est considérée par les organisateurs de l'émission que le phénomène hippie relève de la psychiatrie? Il y a beaucoup de questions en dehors de ces réactions, beaucoup de questions sur Katmandou, sur la drogue, pas tellement d'ailleurs, sur Jésus, la philosophie hindoue et orientale, sur les ressources des hippies, sur la façon dont ils se marient, dont ils élèvent leurs enfants, sur la liberté sexuelle, sur leurs origines sociales, sur la violence aussi. Vous voyez que nous aurons beaucoup à parler ce soir, d'ici à 23h30. Peut-être même serons-nous obligés d'aller un peu plus loin. Mais le film Katmandou, et il y a beaucoup de questions sur Katmandou. La première, enfin l'une des premières est celle-ci: ne va-t-on pas à Katmandou par manque d'idéal? Qu'est-ce qu'on y trouve à part la destruction de soi-même? Vous avez été à Katmandou? Oui. Pourquoi? Je suis allée à Katmandou parce que j'étais allée en Inde et que j'ai eu envie d'aller à Katmandou parce qu'on m'en a parlé. J'avais rencontré mon mari à Delhi et on s'est donné rendez-vous à Katmandou. Non, mais quand je dis Katmandou, c'est le voyage. Enfin, pourquoi est-ce que vous êtes parti vers les Indes, vers le Népal ensuite? Moi, je suis partie aux Indes tout à fait par hasard en revenant du Mexique. J'étais allée en Grèce et puis j'ai rencontré des gens qui revenaient des Indes, en Grèce, à Matala, en Crète. Et ils m'ont plu, j'ai trouvé que c'était des gens sympathiques, chaleureux, sans problème. Pas forcément doués pour quelque chose, mais en tout cas doués pour la vie. Et j'ai eu envie d'aller là. À ce moment-là, j'étais pas hippie, j'étais simplement... C'était un voyage comme les autres? C'était un voyage pas comme les autres parce que c'était un voyage... Non, mais au départ, vous ne saviez pas? Non, c'était un voyage où je voulais me libérer, c'est tout. Au départ, je voulais me libérer, je me suis libérée de la société, de ce que je pensais devoir, comment j'allais faire ma vie, etc. Qu'est-ce que vous appelez vous libérer? Parce que je vivais une vie d'artiste, de jeune fille artiste, avec des ambitions, à Paris, sur un petit bateau. Et puis j'ai eu envie de vivre ma vie et de couper mes ambitions pour voir ce que je valais, toute seule sur la route ou quelque chose comme ça. Et alors comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a acquis la liberté? En commençant par rencontrer d'autres gens avec qui on se trouve à égalité. C'est ce qui se passe avec les hippies. On rencontre d'autres hippies et puis on s'aperçoit que quoi qu'on ait fait, quoi qu'on désire, la première chose à faire, c'est de vivre, de se débrouiller. On apprend à se débrouiller et sans lutter animalement, on apprend à se débrouiller pour faire tout. On apprend à travailler au jour le jour, on apprend à vivre au jour le jour. Par exemple, à Katmandou, qu'est-ce qu'on fait pour vivre? On fait 1000 choses à Katmandou, mais on fait la manche aussi, bien sûr. La manche, c'est la quête? Oui, c'est la quête. Enfin, c'est une sorte de quête. Mais il y a beaucoup d'entraide entre les hippies et les Népalais aiment aussi les hippies. Et ils leur font crédit très facilement parce que souvent les hippies les payent. Et ils les payent comment? Ils gagnent comment leur argent? Mais il y a des hippies riches qui... Ah oui. Ça existe. Qu'est-ce que c'est un hippie riche? C'est un hippie qui a beaucoup d'argent avec lui Oui, ou c'est un hippie qui fait souvent du commerce. Il y en a beaucoup qui font du commerce. Quel genre? Du commerce de vêtements, du commerce de bijoux. Et aussi sans doute des choses illégales, certainement, mais... Les choses qu'on a vues dans le film, là, vous les avez vues, vous en avez parlé? Non. Le vol de statues? J'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas vu, je n'ai pas connu de gens qui le faisaient. Mais ça doit exister, mais c'est comme si, pour parler des ouvriers communistes, on les montrait boire le samedi soir et se saouler. Non, mais vous qui êtes allé sur place, comment donc? Est-ce que, par exemple, on vend son sang? Oui, on vend son sang, mais j'ai pas entendu parler de vendre du sang à Katmandou. J'ai entendu parler de vendre du sang à Thessalonique. J'ai entendu parler de vendre du sang en... Vous en avez vendu, vous, par exemple? Oui. Vous en avez vendu? Non, moi, j'en ai jamais vendu. Non, vous viviez comment, vous? Oh, je suis partie, j'ai fait un peu les vignes, j'ai travaillé, j'ai dansé dans une boîte de nuit. J'ai écrit un article sur le Mexique
Et puis j'ai fait la Manche aussi pendant 8 mois. Comment est-ce qu'on fait la Manche? Ah ben, on va dans la rue et on demande aux gens s'ils ont des roupies. Et alors, on ramasse combien par jour quand on fait Alors la moi Manche? j'étais pas très bonne pour ça parce que il faut une certaine, c'est tout un métier que j'étais très peu douée. Moi je réussissais à me faire offrir à dîner et puis alors il fallait faire la conversation pendant des heures et des heures et puis se tirer en douce. Mais enfin ça m'a appris à Et à me débrouiller. qui donne à ceux qui font la Manche? Les touristes? Oh non, pas tellement les touristes. C'était surtout les hindous. Quand c'est une fille évidemment on reçoit des propositions. Les gens vous invitent très facilement à dîner. C'est tout. Alors, il n'y a pas de problème pour se nourrir. Et vous êtes resté combien de temps à Katmandou? Je suis restée 5 mois à Katmandou, dont 3 mois en prison. On vous a mis en prison? Oui, Pourquoi? parce que j'avais justement pris de USTP, qui est quelque chose de plus fort que l'acide. Et j'ai fait un scandale à Katmandou à ce moment-là. Je suis montée sur les statues, j'ai entraîné tous les hippies avec moi dans une espèce de grand freak-out. Alors... La police vous a arrêté? Non, Non. c'est moi qui suis allée plus ou moins me faire prendre par la police parce que je savais vraiment plus quoi faire. Alors ça m'a fait redescendre sur terre. Et alors, on vous a gardé en prison combien de temps? 3 mois, je suis sortie 3 fois, mais chaque fois on me remettait en prison parce que ça recommençait à être très étrange chaque fois que je sortais. Il y a beaucoup de hippies en prison? Non, j'étais la seule. Quelle est l'attitude de la gouvernement, enfin officielle des Népalais là-bas? Oh, ben, dans mon cas, à cette époque-là, j'étais de nationalité belge et il n'y avait pas d'ambassade de Belgique. Alors j'ai été négligée en prison jusqu'à ce que les gens qui me connaissaient se soient intéressés et alertés les ambassades. Mais c'était une expérience extraordinaire qui m'a appris énormément. Non, mais je veux dire, est-ce que les Népalais, aussi bien la population que les officiels là-bas, considèrent les hippies d'un œil favorable ou non? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. C'est une attraction touristique au Népal. Je ne sais pas comment c'est parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis partie et je sais qu'il y a énormément de touristes, encore plus qu'avant. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant. SVP? Katmandou, on nous demande si un grand nombre de jeunes filles qui vont là-bas et qui se trouvent au bout de très peu de jours sans ressources ne sont pas obligées de se livrer à la prostitution, par exemple. Non, moi j'ai jamais été obligée de me livrer à la prostitution. Je crois que les gens qui se livrent à la prostitution, c'est qu'ils ont envie de le faire. Moi, j'avais pas envie de le faire. Pas plus un garçon qu'une fille ne doit se prostituer s'ils n'y tiennent pas. Il y a d'autres moyens. Mais on arrive, oui, je pense que si vous voulez, non, mais on peut traduire la question d'une manière plus générale. Je pense que les gens qui nous regardent ce soir s'interrogent sur la façon dont on peut arriver à vivre sans pratiquement travailler, enfin. Oui, tout le monde est obligé de travailler d'une façon ou d'une autre. Il faut se débrouiller. Mais c'est pas parce qu'on travaille dans un bureau qu'on travaille plus. On apprend à vivre au jour le jour. On apprend à trouver sa nourriture. Qu'est-ce que vous aviez sur vous en moyenne, en francs français, si vous voulez, ou un équivalent en francs français? Oh, disons qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas d'argent, il passait environ 10 roupies entre les mains. Qu'est-ce que c'est, tous 10 les roupies? jours. C'est quelque chose comme 2 $. Non, au marché noir. Enfin, 1,5 $. Environ 700 francs, Oui, 750 francs. c'est ça. C'est la moyenne de la fortune d'un Oui, c'est ce qui passe. habitant de Oui. Katmandou, enfin Oui. hippie. Oh, je pense que oui. Non, d'un habitant hippie de Katmandou, Oui, je veux c'est dire. ça. Hein. Oui. SVP? Alain? Oui? Oui, mais je dois dire que le témoignage de Brigitte Axel suscite une grande curiosité. Par exemple, je vois des fiches qui arrivent très nombreuses sur mon bureau. On nous demande si elle se sent différente après ce séjour à Katmandou, si elle était allée chercher quelque chose, si elle a trouvé ce qu'elle cherchait ou si elle a trouvé autre chose. À Katmandou, j'étais pas allée chercher quelque chose à Katmandou. J'étais allée rencontrer des gens. J'avais rencontré mon mari. Pourquoi Katmandou? Je veux dire, on peut très bien aller à Amsterdam, par exemple. Oui. Hein? Je dis Amsterdam parce que c'est un centre de rencontres hippie, par exemple, mais il y en a d'autres. Oui. Pourquoi Katmandou? Est-ce que c'est une sorte, là, peut-être Lancelot peut répondre, est-ce que c'est une sorte de mec hippie? Est-ce que
Pourquoi Katmandou? Je crois que Brigitte pourrait continuer à répondre. Mais enfin, Non, mais vous pouvez le faire tous les deux. Mais... moi, je pense qu'on a pris un peu le problème à la fin. Je veux dire, on en arrive. Non, mais pour l'instant, on répond aux questions. Alors, les questions arrivent un peu dans l'ordre mais... non chronologique de l'histoire du mouvement, du phénomène hippie. Alors, c'est un peu gênant parce qu'évidemment, on arrive à des questions très vite, très brutales. Il est certain que Katmandou, il ne faut pas oublier, et les photos du film, d'ailleurs, un film qui est assez médiocre en général, mais les photos du film sont très belles, il faut le dire, et donnent tout de même une idée assez juste, je crois, au niveau du reportage, assez précise de la beauté de ce pays. Ça, je crois que c'est important. Et tout naturellement, on pourrait répondre que comme tout un touriste, tout un chacun, on va plutôt vers les endroits beaux que vers les endroits laids. Il faut dire que, bon, il y a déjà cela. Il y a en outre, incontestablement, et la chose n'est pas nouvelle, n'appartient pas au phénomène hippie, il y a toujours eu, chez les jeunes occidentaux, et ça, là, vraiment, la chose est ancienne, et là, il faudrait revenir au début du mouvement hippie, un attrait pour l'Orient. Un attrait qu'on a retrouvé à travers différentes philosophies, à travers différentes pensées, formes de pensée, etc. Alors, vous dire pourquoi Katmandou précisément? Parce qu'il y a aussi le problème de la drogue, c'est bien sûr, c'est évident. La drogue, à une époque, en tout cas, je crois qu'il y a eu tout de même... Je crois que maintenant, de nombreux problèmes se sont posés depuis. Enfin, la drogue était en effet, disons, d'un usage et d'une... Il faut le dire, courant. Parce qu'on la trouvait plus facilement là-bas. Oui, on la trouvait facilement, elle n'était pas très chère, etc. C'est tout de même très important. Mais là, je crois encore une fois, hein, Jérôme, si c'était possible, je voudrais qu'on revienne un peu au début parce que j'ai l'impression c'est très difficile d'expliquer la fin si on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant. Oui, j'entends bien, mais on a... Non, vous dites ça parce que vous êtes l'auteur d'un livre qui explique, enfin, qui essaye de faire la somme du mouvement, bon, qui a commencé il y a une dizaine d'années, 13 ans maintenant aux États-Unis. Mais je crois qu'on y viendra tout à l'heure, mais vous avez vu, Guy l'a dit, il y a un certain nombre de questions qui sont très variées. Alors, en commençant à répondre aux questions qui sont posées en plus grand nombre, et puis après, alors, disons qu'il y a pour Katmandou un paysage, enfin, un lieu admirable. Il faut le dire, une population des gens d'une gentillesse et d'une spiritualité extrême. Ces deux mots sont à retenir, je pense, gentillesse et spiritualité. On les retrouvera dans la conversation. Il y a toujours cette tradition qui n'est pas nouvelle d'un attrait de l'occidental, et notamment du jeune occidental, vers l'Orient. Il y a aussi la drogue, la facilité, etc. Et il y a aussi, tout simplement, je crois, le bouche à bouche, le Katmandou, c'est formidable, vas-y, etc. Brigitte Axel vous a très bien dit comment elle y a été. Elle a rencontré simplement des gens qui en venaient, qui lui en ont parlé, certainement, et elle a été là-bas, parce qu'on avait dû lui en parler en termes très chaleureux. Et je pense que sa démarche a été très simple dans ce cas-là. Oui. Je crois qu'il y a encore autre chose à dire, qui est essentiel. C'est qu'à Katmandou existe, je crois, la police la plus gentille, la plus libérale du monde. C'est vraiment le pays où on peut faire tout ce qu'on veut. Ce que fait chaque individu, ça ne le concerne pas les autres. Et les hippies veulent fumer, ils veulent se faire n'importe quoi. On les regarde avec curiosité, avec gentillesse. Ils font la manche, on leur donne un peu de riz, on leur donne une roupie. Et la population est extrêmement cordiale, extrêmement gentille. Mais la police aussi, c'est très important. C'est vraiment l'endroit du monde où les hippies peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais enfin, à ce moment-là, c'était comme ça. Je sais qu'il y a une raison pour laquelle tous les jeunes, beaucoup de jeunes vont là-bas. C'est parce qu'ils cherchent, ils ont une certaine recherche de leur vie. Ils cherchent un but à leur vie, ils cherchent pourquoi ils sont là, pourquoi ce monde. Et c'est pour ça qu'on a quelques-uns de nos frères qui sont partis faire des centres là-bas pour les accueillir et pour essayer de les aider. Ils s'imaginent effectivement qu'en arrivant là-bas, enfin il y en a quelques-uns, j'en ai rencontré, qui croyaient en arrivant là-bas qu'ils allaient rencontrer un gourou, un saint, un brave homme à la barbe blanche, qui allait les recevoir, leur faire un signe plus ou moins mystérieux sur le front, leur dire quelques paroles extraordinaires et qu'à ce moment-là, ils seraient aux portes du nirvana, n'est-ce pas? Il y avait une espèce de spiritualisme vaseux qui les a emmenés vers cet endroit. Mais alors là, je ne peux pas tenir ça, parce qu'ils ne sont pas tous des cons quand même. Il y en a, mais il y en a parmi les auteurs aussi. Oui, c'est certain. Mais ils ne sont pas tous des abrutis. On ne connaît pas les raisons. On parlait des hippies, là. Oui, je parle des hippies et de leur mouvement en général. Enfin, ce que vous appelez le mouvement hippie, vous appelez ça comme vous voulez, hein. On n'en a rien à faire. Chacun est profondément
responsable de tout ce qu'il fait. Et puis vous ne pouvez pas généraliser, ils vont là-bas pour la drogue, ils vont là-bas parce qu'il n'y a pas de flics. Vous avez l'air d'insinuer que les hippies sont des gens qui sont particulièrement recherchés par la police. Ils le sont, effectivement, mais particulièrement, qui agissent de façon particulièrement répréhensible, ce qui est faux. C'est pas particulièrement... vous avez parlé tout à l'heure de ça, j'avais l'impression d'entendre, ils sont là-bas parce qu'il n'y a pas de police, alors là-bas, des brigands vont. S'il n'y a pas de police, pourquoi il n'y a pas de brigands? Pourquoi il n'y a pas des brigands au lieu d'y avoir des hippies? La police n'a rien à voir avec ça. Il s'agit d'une affaire de tête. Il ne s'agit pas d'une affaire de vol, de drogue ou de ce que vous voulez. Il s'agit d'une affaire de cœur et d'amour. Et si vous ne comprenez pas ça, ben, c'est pas la peine d'essayer d'écrire des choses dessus. Je crois en tout cas, si vous permettez, qu'il faudrait, pour la bonne suite de cette conversation, distinguer assez nettement les choses. Enfin, je veux dire qu'il y a bien entendu une frontière commune, peut-être une large frontière commune entre les hippies et la drogue, mais tous les drogués ne sont pas hippies et tous les hippies ne sont pas drogués. Oui, bien évidemment. Ce sont deux problèmes différents. Il y a drogué et drogué. On entend par drogue, il y a deux notions dans la drogue. Il y a une notion médicale qui distingue des drogues et des non-drogues, comme le hashish, par exemple, qui n'est pas une drogue médicalement, au sens médical du terme. Tous les extraits de cannabis ne sont pas des drogues, moins que le tabac, moins que ce que vous êtes en train de boire, monsieur, cher ami, le scotch. Vous n'êtes pas le seul, tous les Français, vous en êtes tous au même point. Je ne sais pas où est la caméra, mais enfin, ça n'a aucune importance, cher ami. Vous picolez tous en train de me regarder, là, et moi, si je fume mon joint, vous allez dire « Ah, la dégueulasse, la grosse dégueulasse », alors que c'est moins une drogue que ce que vous êtes en train de prendre. Je ne fais pas de la publicité pour le hashish, je me rends fou éperdument. Hein. Ça ne me plaît pas du tout de parler de drogue, parce que j'en ai rien à faire, mais ce qui ne me plaît pas, c'est la notion policière de la drogue, qui est différente de la notion médicale. Je crois que vous vous êtes mal compris. Non, nous sommes mal compris. Quand j'ai parlé de police, j'ai simplement voulu dire qu'effectivement, c'est un pays où les hippies aiment vivre, mais moi aussi, j'ai envie d'y retourner. Ah oui, ça comprenez-vous? Il n'y avait pas d'attaque contre les hippies. Enfin, je vous dirais par exemple... Non, voilà. Je ne m'identifie pas. Je crois que c'était une tentative d'explication à la fois commencée par Lancelot et terminée par Barjavel. Ah oui. Je crois qu'il n'y avait pas d'attaque. C'est le ton. J'ai envie de changer le ton de cette conversation. Je vous dirais carrément que cette conversation me paraît mondaine et qu'elle m'emmerde. Vraiment, elle m'emmerde. J'ai envie de changer le ton, j'ai envie d'étendre tout ça. On est à la télé. Moi, je m'en fous de la télé. Il est nettement changé, là. Oui, oui, je suis là. Enfin, je suis là. Enfin, vous pouvez regarder quelqu'un qui s'exprime naturellement. Merde. Quoi? Écoutez, on est à la télé française, on peut dire merde, on peut dire fait chier, putain de moine et tout montrer son cul. Si vous voulez, je vous montre mon cul, chers téléspectateurs. Non. Je suis sérieuse maintenant. Il n'y a pas que ça dans la nature. Bien sûr, il n'y a pas que ça dans la nature. C'est pas une bonne explication. C'est pas une bonne explication des hippies que vous donnez. Non, c'est pas une bonne explication. Vous avez raison. Je veux vous simplement pouvez tout dire. Cette émission est réputée comme telle, mais je ne crois pas que ce soit une bonne publicité. Non, ça n'est pas une bonne publicité. Et non plus que des explications coordonnées qu'un certain nombre de millions de gens voudraient obtenir. Bien sûr. Non, ce que je veux dire, je voulais simplement interrompre le ton guindé de cette conversation parce que j'avais envie de vous sentir naturel. Alors j'ai fait l'imbécile, j'ai fait le clown. C'est fini. C'est fini, je ne fais plus le clown, je parle sérieusement. On va repasser la parole à Darbois. SVP. Eh bien, effectivement, les questions vont dans tous les sens, mais nous pourrions peut-être demander quelle est l'origine de ce mouvement hippie et même quelle est la signification de ce mot. Michel Lancelot, on vous met à contribution. Là. Oui, je crois que c'est assez simple. En ce qui concerne le mot, c'est confus, on ne sait pas très bien. Personne n'en a jamais donné de définition exacte. On peut penser qu'il s'agit d'un mot qui est employé un jour dans la presse underground et qui était un dérivé du mot hipsters. Hipsters étant des garçons, déjà, aux États-Unis, qui étaient une branche, si vous voulez, de la Beat Generation, des beatniks. C'est un mot. Norman Mailer, par exemple, était très intéressé. Était hipster. L'écrivain, oui. L'écrivain Norman Mailer. C'est possible. Ça peut être tout simplement hip, qui peut venir de hep, l'interjection très joyeuse, entre le côté joyeux de la vie. On n'a pas vraiment d'explication sur le mot. Je crois d'ailleurs que ça n'a pas une très grande importance. Il pourrait s'appeler machine à écrire, hippie ou n'importe quoi. C'est pas important. Je pense que ce qui est plus important, c'est d'où viennent ces garçons et ces filles, ce que peut-être ils ont voulu faire, quelles sont les choses qui les ont motivés. Ça a commencé il y a 13 ans, avez-vous dit tout à l'heure. Environ, non mais peu importe d'ailleurs la chronologie exacte. Chronologiquement, oui, à peu près. Aux États-Unis. Oui, ça a commencé aux États-Unis, à travers, au départ, non pas à travers un mouvement de jeunes, si vous voulez, comme c'est réellement passé, mais à travers plutôt des écrits. Des gens qui brusquement, des gens qui avaient beaucoup de crédit au départ, se sont intéressés au problème
des drogues hallucinogènes, etc. Et ont écrit des choses là-dessus tout à fait remarquables. Notamment le plus connu est Aldous Huxley, qui a écrit 2 livres fantastiques qui s'appellent Les portes de la perception et Le ciel et l'enfer. Alors ça, c'est un cas. Aldous Huxley a été vraiment un personnage extrêmement connu dans toute la jeunesse américaine jusqu'à sa mort. Il y a aussi le problème de Leary. C'est un personnage dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'il est de nouveau, je crois, il est en jugement, c'est ça? Non seulement il est en jugement, mais il vient d'être retransféré de la prison où il avait été pendant la durée de son apparition devant la cour de Los Angeles pour son évasion. Il vient d'être retransféré il y a quelques jours dans une maison de haute sécurité. Oui, alors le personnage de Leary, lui, est assez incroyable, il est aussi important. C'est toute une série de personnages que je vous situe très brièvement. C'est un homme extrêmement brillant, un homme assez jeune à l'époque, il avait 38 ou 39 ans. C'est un professeur de l'université de Harvard. Et déjà, on commence à voir un peu comment les choses vont se dessiner. Professeur de psychologie, un type qui avait écrit un très bon bouquin d'ailleurs, type assez brillant, et qui a fait au Mexique, justement, ce Mexique dont parlait Brigitte Axel tout à l'heure, qui a fait une expérience avec lui aussi des champignons hallucinogènes, sans doute après lecture d'Aldous Huxley. Il en est revenu très troublé, très intrigué, et il a commencé, si vous voulez, pourrait-on dire, à introduire dans ses propres cours de psychologie une science qui n'était pas nouvelle, c'est pas lui qui l'a inventée, mais enfin, il l'a vraiment mis, ce qu'on appelle, disons, une psychopharmacologie, en fait, toute cette étude de toutes les drogues que l'on peut utiliser en psychologie, en psychiatrie, etc. Au départ, je crois qu'il y avait là une démarche qu'on appellerait, nous, de travaux pratiques en France. Puisque finalement, beaucoup de professeurs font des travaux pratiques avec leurs élèves dans bien des matières. Ce qui s'est passé, évidemment, c'est que la chose avait été teintée par Leary, qui est un espèce de révolutionnaire mystique, très irlandais, très religieux, d'un côté justement religieux et mystique, et la chose s'est propagée d'abord à travers ses élèves, puis avec ses adjoints... Dans le milieu étudiant d'abord. Dans le milieu étudiant, à travers Harvard. Puis de ce campus d'Harvard, la chose est passée à d'autres campus. La presse, la presse souterraine, la presse underground, a pas commencé à parler de ces expériences dites religieuses ou mystiques, etc. Et puis évidemment, c'est tout de même le genre de choses qui intéressent beaucoup, c'est évident, les gens à notre époque. Le problème, la relation de l'homme à l'autre homme et le problème de la relation de l'homme à Dieu, le problème de toutes les luttes que l'on peut mener aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça qu'a commencé le mouvement hippie, qui ne s'appelait pas encore comme tel. Leary a continué, s'est fait virer de Harvard. Il a continué quand même. Mon cher Michel, si tu permets, moi, il y a un point qui me semble quand même extraordinaire et important, juste à ce moment-là. Et ce moment-là, ça se passe un vendredi saint, ça ne se passe pas n'importe quel jour, c'est important. C'est au moment où, avec Pankey, Walter Pankey, qui malheureusement est mort depuis, et qui était un garçon remarquable, qui était un docteur en médecine, en psychologie et docteur en théologie. Pankey dit, nous allons essayer de voir si véritablement certains produits hallucinogènes favorisent ou non l'extase mystique selon la thèse de Leary et de beaucoup d'autres expérimentateurs avant, dont Huxley d'ailleurs. Ils organisent cette expérience, qui est d'ailleurs remarquablement planifiée, sous le terme de l'expérience du Vendredi Saint, qui se passe dans la crypte d'une chapelle voisine de Harvard. Et c'est à la suite de cette expérience qui produit d'ailleurs des résultats intéressants. Il faudrait relire la thèse de Pankey, mais nous ne sommes pas là pour cela, ce serait trop compliqué et trop long, pour s'apercevoir qu'à la suite de cette expérience extrêmement positive, qu'est-ce qui se passe dans cette université conservatrice, mais cependant très religieuse d'esprit et très pleine de l'esprit puritain de Harvard? On vire très rapidement Leary, puisque immédiatement à la cessation de son contrat, qui est à la fin du trimestre, lui et la plupart de ses assistants se trouvent dehors. Et c'est à ce moment-là que, avec une réaction qui peut apparaître paranoïaque à certains, mais quand même la réaction de quelqu'un qui d'un seul coup est coupé de ses bases, et il n'est pas minime pour un professeur d'être coupé de toute université, et surtout de l'université de Harvard aux États-Unis. Le voilà presque à la rue et obligé de vivre et de survivre. Il va se bâtir peu à peu son personnage, peut-être par réaction d'ailleurs. Certes, tu as dit tout à l'heure mystique et révolutionnaire, mais au départ certainement beaucoup plus mystique, et avec tout son côté celte d'ailleurs, irlandais que tu as souligné, que révolutionnaire, ce qu'il deviendra seulement beaucoup bien après dans le sens réel de ce terme. Révolutionnaire dans le sens promouvoir la pensée, certes, mais je crois que Jérôme veut dire quelque chose. Non, je veux rien dire, je vous écoute, mais je pense qu'il faut accélérer un petit peu les explications. Après cette expérience, disons que Leary est coupé c'est vraiment la bien base. sûr, non, mais... C'est très important de comprendre que c'est tout de même parti d'un grand écrivain qui était Huxley, d'un professeur très brillant, qui a contacté des jeunes qui étaient, comme disait mon ami, qui n'étaient pas des cons, et que le truc, brusquement, parce que le truc a été brutalement freiné au départ, au niveau du prof et même au niveau des élèves. Évidemment, c'est toujours la même chose. T'auras pas de saucisson, j'en veux, etc. Enfin, je veux dire, c'est près des enfants. Et la chose s'est développée de façon incroyable, mais une rapidité comme une traînée de poudre à travers toutes les universités. Et alors, on en arrive dans les années
65-66, où là naît véritablement, avec le mot, le phénomène hippie à San Francisco, dans le quartier notamment de Haight-Ashbury, etc. Voilà, c'est un peu comme ça, si vous voulez, la genèse un peu du mouvement. Il est important de noter, me semble-t-il, si vous permettez, que le mouvement hippie soit né, ce que nous savons tous, mais enfin, autant le rappeler, dans la région la plus heureuse, si on peut dire, du pays le plus prospère du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène de refus d'une certaine civilisation. Et ça touche à la crise de la civilisation. Monsieur Thirimonier, je m'excuse, il faudrait bien s'entendre sur les mots. Heureux au sens le plus normal, le plus matériel du mot, c'est-à-dire... Vous dites bien le plus matériel, je suis heureux d'entendre ces mots dans votre bouche et je les note. Merci. Et notez-le, si vous voulez. Notez tout ce que vous voulez. Je dis une chose d'évidence, je ne dis pas autre chose. Ah non, c'est pas d'évidence. La Californie... Le bonheur n'est peut-être pas la machine à laver. Je crois d'ailleurs que c'est M. Pompidou qui l'a dit récemment dans une conférence de presse. Qui a dit que le bonheur était la machine à laver? Vous venez de le dire. Non. Vous avez prononcé le mot matériel. Matériel, c'est les biens de consommation, c'est la machine à laver. Je vais dire une simple chose, cher monsieur. Je vais dire ceci qui est très précis, c'est que le mouvement hippie est né à l'extrême pointe de la civilisation industrielle. Vous avez pensé dans la région la plus heureuse, ce sont vos mots. Heureuse au sens normal, je ne cherche pas. Heureuse au sens où l'homme de la rue dira qu'il est heureux. Est-ce que les enzymes... Vous avez l'air de considérer ma phrase, ce qui me surprend, comme une attaque. Je ne suis pas ici pour défendre le mouvement hippie. Je voudrais essayer que nous définissions bien les mots. Une constatation de fait, ça nous mènera très loin. Prenons donc les mots dans le sens commun. C'est aussi simple. Effectivement, je pense que ça va vous Si nous commençons à définir les mots, nous dépasserons de loin le temps qui nous est imparti. Mais si nous ne les définissons pas, nous ferons des contresens énormes. Et toute l'histoire du phénomène hippie repose sur des contresens dramatiques, et dramatiques pour beaucoup d'entre nous. Et dramatique aussi pour l'ensemble de notre civilisation. Vous le découvrirez peut-être un jour. Notre civilisation est peut-être en train de se Je me permets de vous arrêter. Ce n'est pas le mouvement hippie qui la jettera par terre, ça nous exagérons rien. S'il vous plaît, il y a la gentillesse de briser là pour un instant. Vous allez vous retrouver dans un instant. Darbois. Oui, vous savez, Alain Jérôme, que les dossiers de l'écran ont l'intention de consacrer une émission complète au problème de la drogue. Oui. Donc, celle de ce soir ne sera pas exclusivement réservée à la drogue, mais il nous faut en parler, bien entendu, ne serait-ce que parce que nous avons des fiches qui nous en parlent beaucoup. Et on nous demande si cette liberté que réclament toujours les hippies existe vraiment et s'ils ne sont pas en fait des prisonniers de la drogue. Vous vouliez parler tout à l'heure. Oui, je voulais raconter un peu. Ayant la gentillesse de répondre aux questions qui sont posées là, sur cette question-là, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, personnellement, on parle du mouvement hippie aux États-Unis, on parle de ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, on l'a un petit peu abandonné parce que si on reste sur le même sujet pendant toute l'émission, on n'arrivera pas. J'aimerais bien parler de ce qui m'est arrivé, par exemple. La question qu'on a posée, j'étais étudiant et j'en avais vraiment marre de tout et un jour je suis parti, j'ai commencé à prendre mon sac, j'ai fait la route et j'ai voyagé pendant près de 3 ans. Je suis parti en Europe, en Scandinavie, en Allemagne, un peu partout. Et ce que je cherchais l'amour, je cherchais une manière de vivre et je cherchais à trouver quelque chose de vrai. Et toutes les expériences que j'ai tentées, que ce soit la drogue ou que ce soit les vies en communauté ou que ce soit les voyages ou que ce soit quoi que ce soit, ça m'a jamais satisfait, ça m'a jamais rendu heureux. Et un jour, je suis arrivé à Londres, il y a maintenant 2 ans de ça, et j'ai rencontré une famille qui s'appelle les Enfants de Dieu. Et c'est eux qui ont commencé le mouvement pour Jésus il y a 5 ans aux États-Unis, la révolution pour Jésus. Et ce que j'ai vu m'a vraiment étonné. Et j'étais un hippie et je faisais la manche et je me droguais et je cherchais. Et ils ont commencé à me parler. J'ai vu qu'ils chantent et ils dansent et ils étaient heureux. Ils avaient quelque chose. Et je leur ai parlé et ils m'ont dit que c'était Jésus. Alors j'ai dit, c'est pas possible, ça peut pas être Jésus, parce que à cause de tout ce que j'avais connu toute ma vie, j'avais été à la messe le dimanche, mais j'avais jamais rien compris et j'étais pas heureux. Et ce que je connaissais de Jésus, c'était pas du tout ce que je voulais. Mais après, ils ont commencé à montrer que s'ils vivaient ensemble, que s'ils étaient heureux, c'est parce que c'était l'Esprit de Dieu qui les avait rendus libres. Et juste après, j'ai eu une expérience, j'ai demandé à Jésus qu'il vienne dans mon cœur. Je me suis simplement fait comme un petit enfant. J'ai demandé à Dieu qu'il m'aide. Et d'un seul coup, ma vie a été changée complètement. Et ce que je fais maintenant, je vais partout dans tout le monde entier. Ici, à Paris, on a plusieurs communautés où on aide les jeunes. Et on sait que cette génération, ce dont elle a besoin, ce n'est pas des grandes philosophies, des grandes thèses, ou même de la drogue, ou même des voyages, ou même quoi que ce soit. Ce qu'elle a besoin, c'est l'amour. Et Jésus, il est le seul à pouvoir nous donner l'amour. L'Esprit de Dieu, c'est le seul à pouvoir nous rendre libres.
Alléluia. Brigitte Axel. Vous avez posé cette question au sujet de la drogue. Et moi, j'ai commencé par prendre de la drogue. Et je suis toujours hippie et j'ai arrêté de prendre de la drogue. J'ai jamais pris énormément de drogue, mais j'ai fait l'expérience psychédélique pour voir ce qu'elle pourrait m'apporter. Et puis maintenant, je suis mariée, j'ai un bébé. Je ne prends absolument pas de drogue. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes. Et je suis en très bonne santé et assez heureuse aussi. Même très heureuse. Et je ne crois pas que les hippies, ce soit la drogue du tout. C'est une curiosité, comme toutes les autres curiosités. Si on s'y arrête, on devient malade, intoxiqué, comme il arrive avec toutes les habitudes. L'idéal hippie, c'est de ne pas prendre trop d'habitudes et d'essayer de vivre personnellement sa vie d'être humain, c'est-à-dire de personnes pensantes, ayant une âme, un idéal et un désir de voir la vie belle et d'y participer. C'est ce que je raconte dans mon dernier livre, Via la vie. SVP. Vous avez répondu à toutes les questions sur la drogue. Oh non, je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons l'intention de consacrer ici une émission entière à ce sujet. Donc, il semble que... Mais c'est pour vous renvoyer la parole si vous avez d'autres questions. Vous savez, les questions vont dans tous les sens. Oui, par exemple, on nous parle de la non-violence des hippies, cet amour que prônent les hippies, qui a été, disent 3 ou 4 correspondants, un peu démentis par les paroles et le ton de Groseille, et qui ont été également démentis, mais surtout démentis, en fait, par les assassins de Sharon Tate, par exemple. Étaient-ils des hippies? Non, ils n'étaient pas des hippies. Non, c'est pas vrai. Ils s'habillaient comme des hippies. Mais je suis désolée d'avoir eu un ton agressif tout à l'heure. C'est parce que je suis pas encore. Non, mais je sais parce que je suis pas encore parfaitement hippie. Je suis une débutante, vous comprenez. Alors il me reste de l'agressivité à résoudre. Les hippies sont des gens qui ont résolu leurs problèmes et qui arrivent à être pacifiques dans toute leur vie. Moi, il arrive encore que je m'énerve. Je suis une pauvre encore avec des côtés bourgeois, quoi. J'ai des gros défauts et puis j'aime bien me rendre intéressante, alors je fais l'imbécile, quoi. C'est tout. Mais en fait, l'idéal hippie, c'est le contraire. Enfin, c'est exactement le contraire de la violence, bien entendu. Mais il faudrait tout de même parler franchement. Nous sommes là en train de tourner autour du pot. Il y a dans la philosophie, il faut bien dire le mot, dans la philosophie hippie, dans le sentiment hippie, dans l'attitude hippie, dans l'action hippie, quelque chose d'infiniment sympathique. C'est d'abord le mot que vous prononcez tous, qui est le mot amour, incontestablement, n'est-ce pas? Que ce soit à travers Jésus, que ce soit simplement entre hippies fraternellement ou par couple, l'amour, moi je ne cesse de le prêcher, j'estime que c'est la plus belle chose du monde, on doit aimer tout, tout est aimable. Mais il y a en même temps quelque chose qui fait... Il y a quelque chose de repoussant chez vous, en même temps. Oui, mais incontestablement, mais c'est vrai, et je n'exprime pas mon opinion à moi, j'exprime l'opinion générale. Où qu'on aille dans le monde, on vous rencontre, vous êtes toujours les mêmes, on a toujours l'impression de rencontrer... On les rencontre partout, les juifs aussi, vous savez. Non, pas question, là. Ne faites pas de confusion, n'essayez pas de... Ah, c'est un peu pareil, hein. Non, n'essayez pas de tourner le... On voyage beaucoup, hein, nous. On est d'une autre race. Attention, on est d'une race égale. On est des tziganes. Non, justement. Non, il y a ceci, il y a votre apparence physique, il y a le fait que vous êtes comme quelque chose qui est transporté par le courant, vous savez. Non, vous avez raison, M. Barjavel, mais ils sont en quelque sorte des provocateurs. Ce qui est d'ailleurs très défendable, ils ne sont pas les premiers dans l'histoire. Leur attitude est aussi une attitude de provocation, je crois que c'est certain. C'est la provocation passive. Ils ont quelque chose à la fois de passif et de... je ne sais pas... On n'a pas l'impression que vous faites partie du courant, mais que vous êtes emporté par lui, comme des débris. Vous savez, il y a quelque chose. On a à la fois de la sympathie et un peu de pitié pour vous. Enfin, quelque chose. Enfin, vous êtes au-dessus de ça, quoi. Mais vous non, pas du tout. C'est impossible d'être au-dessus de ça quand on ne comprend pas.
Monsieur, je vous assure que s'il y a quelqu'un qui peut vous comprendre parmi ceux qui ne sont pas parmi vous, c'est moi. Mais si on parce que j'ai beaucoup de choses qui me rapprochent de vous. Mais ce qui fait que... Excusez-moi de vous interrompre, oui. Mais quand on comprend, comprendre, ça veut dire prendre avec, ça veut dire être avec. Oui. Si vous compreniez, vous seriez avec moi, vous m'aimeriez. Mais je vous aime beaucoup. Tel que je suis habillée, non mais tel que je suis habillée, Monsieur Barjavel, tel que je me présente. Et je me présente d'une façon qui est peut-être choquante pour vous, mais vous vous présentez d'une façon qui est peut-être choquante pour moi. Vous savez, il faut aller au-delà des apparences. Il y a peut-être un homme bouffi, velu, affreux, qui aura une belle âme. Je suis peut-être pas affreuse physiquement, j'ai peut-être des vêtements qui vous déplaisent parce qu'ils sont mis n'importe comment, ça m'est égal. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de choses qui me plaisent à moi. J'ai pas envie de suivre une mode, j'ai pas envie de mettre ma cravate. Mais vous suivez une mode. Non, je ne suis pas une mode. Mais s'il y a une mode qui en ce moment est bien dans le monde entier, c'est la mode hippie. Mais non, c'est la mode hippie. Puisque non seulement elle existe en elle-même, mais elle a influencé les modes dans le monde entier. Ça n'est pas une mode. Nous avons influencé la mode, mais nous ne sommes pas une mode. Vous avez une façon de vivre qui est particulière et qui est non seulement un refus de l'autre, de la façon générale de vivre, mais qui a aussi ses tabous, ses habitudes. Non, pas de tabous, ni d'habitudes. Il suffit de vous regarder, n'est-ce pas, et de vous rencontrer dans n'importe quel endroit du monde. Mais dites-moi quels tabous et quelles habitudes. Eh bien, par exemple, pour le travail, vous n'allez pas faire un travail ordinaire. Je regrette, je travaille énormément, je suis un écrivain comme vous, je viens d'écrire un roman qui s'appelle L'Oasis au chameau, je fais un petit peu ma publicité en passant, excusez-moi. L'Oasis au chameau, bientôt, c'est je travaille énormément, je suis aussi psychologue, je fais des psychothérapies, j'ai presque mon doctorat, enfin, c'est pas pour me rendre intéressant ni pour me flatter que je dis ça, mais je dis que nous travaillons énormément, et peut-être plus que vous, bourgeois, messieurs, parce que nous travaillons sur nous-mêmes, nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent, nous travaillons pour être, et pour être davantage. Nous travaillons pour nous sentir nous-mêmes exister et librement décider de ce que nous faisons. Vous travaillez pour être aveugle. Vous n'êtes pas plus libre que nous, vous l'êtes encore moins. Je suis plus libre que vous. Non, sûrement je suis pas. plus heureuse en tout cas. Oh, ça c'est vrai. Un journaliste qui est allé en Inde il y a 2 ou 3 ans est allé voir les équipes de Frères des Hommes dont Kayat s'est inspiré. Pour ce film, je rectifie... Que l'on voit au début du film. Oui, je rectifie très vite. Évidemment, nous ne sélectionnons pas les volontaires comme le personnage du film qui prend le premier venu et offre un beau voyage. Nous avons 1 million d'hommes en Inde, au Bangladesh, en Amérique latine et en Afrique, dont nous sommes responsables, c'est-à-dire les équipes de volontaires, désintéressés, bénévoles, qui sont des jeunes hommes comme vous, des jeunes gens qui, vers 23, 24, 25 ans, sont arrivés à un stade dans leur propre vie qui fait que, un peu comme mademoiselle, veulent aussi être pleinement et librement, mais qui ont pris conscience que leur petite existence personnelle en a finalement très peu d'intérêt. Et que par rapport à la planète Terre et aux quelques milliards d'habitants qui sont leurs frères, des hommes, des femmes et des enfants, comme eux et comme leurs parents, et comme nous et comme vous, eh bien je crois qu'ils sont arrivés à une bonne prise de conscience, grâce aux grands moyens d'information, qui fait que quand un homme de 25 ans se dit homme et lit dans un journal qu'il y a une famine ou une sécheresse, ou des hommes qui n'ont pas la liberté de manger à leur faim, cet homme ne va pas tourner la page, ne va pas se dire « bon, ceci ne me concerne pas », et ne va pas se construire son petit bonheur. Peut-être que le phénomène hippie, c'est en fin de compte un phénomène d'une jeunesse. D'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes qui sont hippies. Un phénomène d'un être humain qui décide, qui se voit face à une situation de notre société, par exemple, qu'elle soit américaine ou européenne, peu importe, et qui est souverainement et intérieurement, profondément heurté par ce qu'il conçoit, que ce qu'il voit autour de lui. Et tout homme honnête doit forcément être un jour ou l'autre acculé à dire « ce n'est pas possible ». Et moi, ce que je trouve passionnant chez les hippies, et en même temps très triste, parce qu'il y a quelque chose qui est effacé, et c'est dommage, c'est que jeunes et libres, physiquement parlant, ils décident de leur sort.
mais en excluant l'autre. C'est-à-dire l'autre qui, lui, n'est pas en la mesure de pouvoir s'offrir le luxe d'aller quelque part, se faire son bonheur. Je crois que tant qu'un homme n'a pas la maturité de se mettre au coude à coude avec ceux qui ont eux aussi envie d'être et d'être plus, il y a quelque chose qui manque. Moi, ça me semble extrêmement triste. Vous voulez dire que, comme on l'a vu dans le film, il vaut mieux partir à Katmandou? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le fait de. C'est pas le fait de partir. Non. Mais je veux dire, il vaut mieux faire partie de Frères des Hommes que d'être. Non, je ne dis pas. Je ne prêche pas du tout pour Frères des Hommes. C'est pas du tout la question. Il n'y a pas une grande différence entre Frères des Hommes et Frères des Hommes, être Frères des Hommes et être hippie. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement que vous bougez, vous allez sur place. Oui. Hein. Oui. Vous allez faire des choses que des hippies font, de toute façon. Ah. Certains hippies sont frères des hommes. Enfin, certains deviennent frères des hommes. Peut-être. Bon, je sais pas, peut-être. Je le souhaite. Non, mais certainement. Mais de toute façon, vous êtes un peu hippie vous-même, je le sens très bien. Pourquoi pas? Malgré votre costume et votre cheveux courts. C'est pas la fait moi. Non, bien sûr. Mais je veux dire que le hippie, il est assez passif en général. C'est ça, c'est dommage. Il ne bouge pas, mais quand il choisit son sort, quand vous dites qu'il choisit sa liberté, et puis il ne considère pas les autres, choisir sa liberté, en général, ça veut dire pour lui considérer les autres. En général, mademoiselle. Non. Vous avez une vision extérieure des choses. Excusez-moi. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis avec des communautés hippies, je les connais très très bien. Oui. Très très bien. Et j'ai travaillé pour des drogués pendant 5 ans. Des vrais drogués, ce ne sont pas des hippies. Non, des hippies qui se sont drogués, malheureusement. Ah oui, d'accord, mais enfin, quand ils sont drogués... Alors, ne dites pas qu'on parle de l'extérieur, il faut mais connaître drogués, son public. Mais drogués, c'est fini. Drogués, ils sont foutus quand ils sont vraiment drogués. C'est pas des hippies. Oui, je suis bien au courant. Ils sont abîmés, enfin... Monsieur Thierry Molinier. Non, je voulais attirer l'attention sur un point, simplement, c'est qu'il y a tout de même deux attitudes fondamentales en face, il y en a d'autres, mais enfin, deux attitudes estimables, disons, fondamentalement, en face de la douleur et de la misère humaine. L'une est celle du Bouddha, de là, je pense, l'influence que les religions orientales, enfin, c'est lié à l'influence que les religions orientales ont sur un grand nombre de jeunes gens des pays occidentaux. Lorsque le jeune, je ne sais plus son nom en hindou, mais enfin, le jeune Bouddha, disons, a réussi à s'échapper de son palais, Siddhartha Gautama. Enfin, il y a Gautama ou Siddhartha, enfin, selon le... Il a constaté, il a vu la présence d'agonisants dans les rues, de gens blessés, de gens très pauvres, enfin, il a réagi comment? Il a réagi en allant s'installer dans une grotte au sommet d'une montagne et en enveloppant l'univers dans une vaste commisération, d'ailleurs inefficace, n'est-ce pas? Ça, enfin, inefficace, écoutez, à moins qu'on ne croie à sa propre religion. Vous avez beaucoup de difficulté à comprendre ces genres de choses, cher ami. Vous avez vraiment non, mais vous les comprenez certainement beaucoup mieux que moi, je n'en doute pas. Mais je ne les comprends pas intellectuellement, voilà la différence. Oui, mais nous sommes ici tout de même pour un débat objectif, je regrette. Parce que si vous nous sommez d'être hippie ou d'être... Je ne vous somme de rien du tout. Vous nous dites en substance, vous nous l'avez dit, que si on vous comprenait, on deviendrait hippie tout de suite. Donc, c'est le germe de tous les fanatismes. Heureusement que vous êtes non-violente. Mais non, je n'ai pas dit ça du tout. Ne déformez pas mes mais je ne déforme pas une seconde. Vous êtes un vicieux. Non, j'ai dit si vous me compreniez, vous seriez avec, c'est-à-dire vous auriez de l'amour pour moi, vous m'accepteriez tel que je suis, c'est tout ce que j'ai dit. Mais on vous aime bien. Mais vous m'aimez bien sûr, parce que je suis sympathique. C'est pas moi qui ai donné le signal des hostilités. Mais non, vous m'aimez bien, mais c'est hypocrite ce que vous dites, monsieur Pas du tout. Si, c'est pas hypocrite. Du tout. Je vous aime bien, mais je ne vous comprends pas au sens que vous. Oui. Vous employez donc vous ne m'aimez pas. Je ne vous comprends Aimer, c'est comprendre d'abord. Au point d'adhérer à votre conception du monde. Vous ne me comprenez pas. Je vous comprends mieux. Et si vous partez de ce principe que si on n'adhère pas à votre conception du monde, on est ou un con, comme vous dites, je peux le dire aussi, pourquoi pas, ou un imbécile. Non. Évidemment, vous mettez, et vous nous mettez dans la situation de gens qui s'affrontent en vertu de positions irréductibles. Mais non. Pas du tout. Je pensais assister ici à un débat objectif sur la signification du mouvement hippie, ce qu'il signifie par rapport, comme annonciateur d'ailleurs peut-être d'une crise profonde de notre civilisation, je n'en doute pas. Dans une conversation il y a quelques années avec André Malraux, je lui demandais, naïvement peut-être, c'est encore une de vos ennemis. Mais c'est pas un ennemi, non, c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui comprend plus. Écoutez, il allait dire quelque chose, j'allais citer une phrase de lui qui allait dans votre sens. Alors, c'est vrai. Vous êtes vraiment trop agressive. Mais je suis pas agressive. Vous attaquez avant même de savoir si on vous attaque. Je suis pas agressive. Cette phrase, c'était à peu près celle-ci, comme je lui demandais ce que serait, à son avis, ce sur quoi pourrait aboutir précisément la mise en question de notre civilisation présente aux environs de l'an 2000,
Il m'a dit, je ne sais pas, peut-être une nouvelle religion. Eh bien, c'est finalement un mot que je trouve éclairant. Et c'est peut-être en vrai, vous êtes peut-être des précurseurs. Mais oui. Bon, vous voyez, j'arrive à vous humaniser quand même, c'est formidable. À nous humaniser, nous sommes des animaux. Monsieur de Montebello. Oh là là. Non, mais vous êtes peut-être inhumain. Mademoiselle. Nous sommes inhumains. Inhumaine, personnellement. Attendez, vous voulez cesser, monsieur de Montebello, Non, vous le reste un... Vous êtes au ras du sol, au cœur de la question, là. C'est extrêmement intéressant. Par contre, est-ce qu'on peut revenir sur le problème du phénomène hippie plutôt que sur des questions de personnes, c'est-à-dire, non pas de vous et de monsieur, mais des problèmes de type. J'ai compris. L'explication, oui. Alors, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui me semble... Enfin, moi, qui me passionne profondément. Je pense aux centaines de jeunes qui sont partis dans des conditions difficiles avec Frères des Hommes, et je pense encore à ce journaliste qui était complètement soufflé de constater que des jeunes de 25 ans à 45 à l'ombre, ne gagnant rien et risquant beaucoup, étaient heureux, mais pas heureux comme un saint, comme un héros, comme un martyr ou comme un être exceptionnel. Heureux comme un type qui est bien dans sa peau, qui ne se pose pas de problèmes particuliers et qui serait d'ailleurs très agacé d'écouter mais vraiment, souverainement agacé. Il vous embarrasse tous boulets. Il dirait, mais quoi, vous avez perdu 1 heure à faire joujou avec des beaux mots, des beaux paroles. Bon, en attendant, il y a 15 000 parias dans telle région, il y a 25 000 paysans dans les Andes, dans telle autre région, il y a des Africains qui, en ce moment, ne pourront pas s'offrir aucun luxe, et certainement pas celui de faire du blabla. Moi, j'aimerais qu'on revienne aux premières constatations de Madame Axel et de Michel, qui disaient bon, le mouvement hippie est né d'un intellectuel. Oui. Alors moi, ça me fait poser ça m'embête un petit peu. D'une part, attendez-moi, je finis. Et nous, on peut se poser, ceux qui sont au travail avec des hommes qui n'ont pas la chance d'être des privilégiés, comme nous sommes tous des privilégiés, si toute la communauté humaine... Nous ne sommes pas des privilégiés spirituels. Vous êtes des privilégiés. Et pourquoi pas? Je ne sais pas. Non, ne discutons pas chaque mot, car on n'arrivera pas à avancer. On n'en finira plus. Oui, allez-y. C'est une technique les hommes d'avocat. Attendez, voilà, elle m'a fait perdre mon bon... Elle est très bonne, elle est très forte. Elle interrompt vivement. Vous vouliez dire quelque chose? Je voudrais vous dire, vous parlez des parias, et moi je voudrais vous dire que les hippies, avant d'être des gens qui cherchent un idéal spirituel, cherchent une façon de vivre pratique. Ça. Voilà, j'en viens à ça. Merci, vous me remettez sur mon rail. Vous avez raison. Laissez-moi continuer. À vous de jouer. Parce que je voudrais vous dire que nous avons commencé par chercher une vie pratique avant d'aspirer à des idées, ou avant de devenir des êtres spirituels. On a pris ça en chemin parce qu'on a beaucoup voyagé et on a rencontré les parias, les bouddhas, les illuminés, les policiers et les drogués. C'est pas tout pareil tout ça. Mais c'est tous des êtres humains et tous des individus. Et disons que les hippies ont fait la somme, les soustractions, les additions, et qu'ils ont appris à vivre tout seuls au milieu de l'univers. Mais je suis d'accord avec vous, mademoiselle, et avec tout le mouvement, tel que le vulgum pecus, l'homme de la rue, peut se dire, tiens, voilà un type qui a le courage de dire non, et qui, au lieu d'être agressif, c'est-à-dire d'imposer son système, essaye de trouver ce qui lui convient. Bon, nous sommes tous d'accord que les choses ne vont pas très bien sur la planète Terre. Mais moi, je repose la question, est-ce qu'il n'y a pas, dans le mouvement hippie, et dans le mouvement des hommes engagés, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas une question de choix de choix qui est peut-être instinctif, qui est peut-être un choix vraiment une option sur la vie? C'est celui de se dire « je », en commençant par « je », ou celui de se dire « l'autre », et de mettre son « je », ce n'est pas une terminologie, mais j'espère que vous ne me corrigerez pas là-dessus, de mettre son « je » au service de l'autre, et puis on découvre, au bout d'un certain temps, que le bonheur que tout le monde cherche, et alors c'est ce qui est bon dans les hippies, c'est qu'ils ont révélé la quête du bonheur. Or, cette quête, moi, dans le film de Kayat et de Barjavel, on voit le chemin et on voit qu'il tombe à l'eau.
et d'une façon dramatique. Bon, c'est une cliché, mais c'est un cliché. Hein. C'est une façon schématique de dire attention, hein, d'aller à Katmandou n'est pas d'aller au paradis. C'est un cliché. Monsieur de Montebello, oui. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu parce que je crois qu'on s'éloigne un petit peu du problème, si vous me le permettez, que vous êtes en train de développer une théorie qui est très intéressante, mais qui n'est... C'est une vie. Non, si vous voulez, on essaye ce soir de faire une émission pour essayer de comprendre quelque chose. Alors si vous posez aussi des questions, on n'y arrivera pas. SVP, attendez. SVP, moi, je suis... qu'on renoue le dialogue là aussi avec SVP. Je suis obligé de sélectionner surtout des critiques. Hein. J'espère que personne ne m'en voudra. C'est un universitaire de Lyon qui dit « Le premier sentiment que j'ai actuellement est que ce phénomène hippie est un phénomène bourgeois. Quelles sont les origines sociales de ces braves jeunes ?» C'est lui qui emploie cette expression, qui sont au départ. De toute façon, tous les jeunes, en général, qui sont du mouvement non, mais hippie... vous, par exemple, vous êtes moi, de quelle origine sociale? Je suis d'origine de la classe bourgeoise moyenne française. C'est-à-dire que faisaient vos parents, par exemple? Comme mon père travaille dans une banque, il est adjoint à la direction. Et comme tous les jeunes hippies en général, c'est tous les jeunes de cette société, vos enfants, qui se révoltent, qui en peuvent plus de tout ça, qui en peuvent plus de tous ces jeux, de toutes ces confrontations et toutes ces... Michel Lancelot. Ce n'est pas une façon de répondre. Moi, je suis catastrophé, franchement. Ah oui. Je suis catastrophé parce que, alors là, vraiment, je ne sais plus, on me parle maintenant de fils de bourgeois, etc. Tout ça est complètement aberrant. Ouais. Mais vraiment aberrant à un point inimaginable. Parce qu'il faudrait tout de même remettre un peu peut-être la conversation sur ses rails. Alors je m'étais arrêté... C'est un peu écarté tout à l'heure. Oui, je m'étais arrêté afin de permettre quelques questions de se poser sur ce dont nous avions parlé, c'est-à-dire le début d'une nouvelle religion, le mot était prononcé. Il y avait également un problème de crise de civilisation, le mot était également prononcé, etc. etc. Maintenant, on est parti, là, je ne sais pas, on demande si un tel est fils de bourgeois, etc. Ce que je peux vous dire, tout simplement, c'est que dans le mouvement hippie, aussi bien dans les Draft Dodgers, ceux qui refusaient le service militaire, que les Runaways, c'est-à-dire tous les petits jeunes qui fuyaient, le problème des fugues, etc. Voilà des sujets dont on aurait pu parler. Il y avait autant de fils d'ouvriers de chez Ford que de fils de bourgeois, que de fils de grands bourgeois, etc. Et je crois qu'à cette table, il y a des fils d'ouvriers, il y a des fils de bourgeois, etc. Je crois vraiment pas que ce soit le problème. Je crois que le problème est beaucoup plus important, car il a touché justement, et c'est ce qui a stupéfié l'Amérique. Et pourquoi ce phénomène est-il devenu si important? Pourquoi en a-t-on parlé au point de provoquer des articles de M. Thierry Molnier, assez grands, assez importants, assez acides, assez durs? Pourquoi en a-t-on parlé dans le monde entier? Parce que ce phénomène a reflété quelque chose de profond chez toute une jeunesse, mais un T majuscule, pas un fils de bourgeois. Bien sûr qu'il y avait des fils de bourgeois, il y avait même des fils de richissimes personnages. On en parlait tout à l'heure, qui ont plus ou moins entretenu leurs copains avec du pognon, peut-être piqué à leurs parents, je n'en sais rien, mais c'est vraiment pas le problème, on va pas commencer à discuter de ces trucs-là. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi ils ont fait ça, pourquoi à partir de 66, est-ce que vous avez une explication? Se sont-ils retrouvés à San Francisco? D'abord là, il y a un phénomène inexplicable, que personne n'expliquera jamais, bien entendu. Non, mais est-ce que vous avez, vous, une explication sans entrer dans la... Eh bien, je crois qu'il y a trois aspects. Il y a un aspect de révolte au sein d'une crise même de civilisation, c'est-à-dire que ces garçons refusent une civilisation du bonheur, pour reprendre un mot qui est employé tout à l'heure, dans un pays en effet considéré comme un des plus riches, un des plus avancés, techniques de pointe, etc. Ils refusent cela. Alors ça, on va pouvoir en parler, si vous voulez, brièvement. Dans un deuxième temps, ils refusent la pollution. On n'a pas parlé de ça, c'est quand même eux qui ont lancé ça sur le truc. Écologie, etc. C'est eux. Il y a 13 ans, bien avant la France défigurée. Vous comprenez? Ça, c'est important. Le retour à la nature. Il faudrait parler de Thoreau. Il faudrait parler de toute cette école transcendentaliste américaine qui les a influencés, Emerson, etc. C'est quand même des gens ce ne sont pas des crétins qui brusquement se sont mis 3 fleurs dans les cheveux. Quand on disait d'ailleurs de Barjavel, tout à l'heure, vous me disiez que c'était une mode. Je trouve que vous poussez un peu loin le bouchon, car c'est une mode qui a été récupérée par l'univers, appelons ça pas bourgeois, mais financier, pour des fins d'exploitation commerciale. Mais les hippies n'ont jamais profité du fait qu'ils avaient mis des chemises à fleurs. Faut pas quand même charrier, leur reprocher de s'habiller dans une mode, alors qu'on leur a piqué leur façon de s'habiller pour en faire une mode que l'on voit dans tous les magasins up-to-date, chic, etc., de Saint-Germain, de Paris ou de Londres. Je trouve quand même que c'est quand même poussé un peu loin le bouchon. Mais revenons au problème. J'ai employé le mot mode pour ne pas employer le mot uniforme. Ouais. Non, mais on ne va pas repartir. Bon, c'est celui que vous avez mis dans votre film, qui est Alors très donc, il y avait cet aspect-là. Le refus d'une vie, donc, de ce bonheur, il faut l'appeler comme ça, si vous voulez, un bonheur au niveau
du bien-être, etc., ce que les gens appellent le bien-être, un confort, etc. Ces gens-là le refusaient. Ils refusaient le travail en sens de la production pour une machine qui finalement les écrasait ou qui servait des buts qui leur déplaisaient. Il ne faut pas oublier que parallèlement au mouvement hippie, et bien que les deux mouvements n'aient jamais été associés, ces gens-là ont quand même eu beaucoup de contacts avec des mouvements gauchistes américains qui, eux, allaient beaucoup plus loin, c'est qui plastiquaient tout bêtement et tout simplement les universités qui servaient, vous savez qu'aux États-Unis, l'armée, par exemple, travaille littéralement de concert avec la recherche au sein de l'université. Bon, il y a tout ça. Il y a le retour à la nature, il y a la pollution. Voilà des points sur lesquels ils se sont battus. Bon, on a parlé de la drogue. Bon. Alors maintenant, on en arrive au deuxième. Ça, c'est le problème de crise de civilisation. Ils refusent tout cela. À la seule différence avec les gauchistes, qu'on pourrait appeler, si vous voulez, je parle toujours des hippies américains, des Weatherman, ou etc., enfin, disons, de toute la New Left depuis la prise de parole de Berkeley en 1963, à la seule différence, c'est que les gauchistes, ce sont des activistes, ce sont des gens qui vont droit sur le bulldozer et qui balancent un cocktail Molotov ou un pavé dans la gueule d'un flic, alors que les hippies disent non, ce n'est pas la bonne méthode, ce qu'il faut, c'est se mettre en marge, tout ceci ne nous intéresse plus, nous allons être des marginaux, nous serons parallèles, faites ce que vous voulez, restez dans votre et nous allons être à côté et nous allons nous donner un exemple. Je crois que le mot exemple est très intéressant, car n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant que les problèmes de la drogue deviennent si graves et provoquent en effet des choses, il ne faut pas oublier qu'une large partie de l'opinion américaine, qui a toujours une certaine tendresse pour sa jeunesse, a pris parti en faveur des hippies. Ce qui révélait donc chez les adultes certainement des soucis qui n'étaient pas si lointains de ceux de ses propres enfants. Je crois que c'est très intéressant le coup de s'être mis à côté. C'était peut-être utopique, ça on peut en discuter. D'autres préféreront l'action révolutionnaire propre. Mais c'est tout de même une attitude révolutionnaire au sein d'une crise de civilisation. Alors le deuxième point, c'est le mot nouvelle religion. Je crois que c'est très important d'en parler, parce que là c'est un deuxième aspect du phénomène, c'est qu'incontestablement il y a là la quête, appelons ça comme ça, d'une nouvelle religion. Alors on ne peut pas s'étendre, mais il est évident que l'attitude des premiers hippies, qu'ils ont transmis d'ailleurs à leurs copains, etc., est très proche je dirais pas dans la sainteté, parce que ça ne veut plus rien dire, ces mots-là sont dégradés, etc. En tout cas, dans la façon, comme elle le disait, de vouloir être est très proche, et de par leurs écrits même, de certains écrits mystiques que l'on connaît, mystiques occidentaux, je ne parle même pas des mystiques orientaux, je pense à... attendez voir, il y en a un qui est assez... les récits sont très proches, comment il s'appelle, enfin bon, aucune importance. C'est pas important. On a trop de choses à dire parce que maintenant le temps nous presse. Et là, ça c'est un deuxième aspect, la quête d'une nouvelle religion. Et je crois que ça c'est très important. Je crois qu'on aurait pu largement discuter les rapports entre Dieu et la drogue. Attendez. Il y a là toute une histoire, l'humanité entière. Je crois que 8 religions sur 10 au cours de l'histoire ont fait appel à la drogue. Et quand je dis 8 sur 10, c'est certainement en dessous de la moyenne. Je voudrais vous poser une question. Attendez, avant de passer à un autre, non pas un autre sujet, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une question. Vous avez bien défini, je crois qu'il fallait le faire effectivement, l'évolution et l'explication de l'évolution du mouvement. Mais justement, quand il est arrivé en Europe, est-ce qu'il n'y a pas eu une dégradation ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une transformation ? Il y a eu une dégradation au départ. Quand je dis dégradation, c'est pas péjoratif, je veux dire, mais un changement, une transformation. Il faut le dire, elle était fatale. Pourquoi ? Mais à cause de nous journalistes, à cause de vous. C'est-à-dire que au départ, les gens qui habitaient l'Europe et qui pouvaient être intéressés par ce genre de démarche, qu'est-ce qu'on leur a donné dans les journaux ? Qu'est-ce qu'on leur a donné dans la presse ? On leur a parlé uniquement de la drogue, du truc, on va se défoncer, etc., etc. On va rien foutre, on va être sale, on va pas se laver, etc., etc. Alors vous comprenez bien qu'avec un tel exemple, et de toute façon avec de tels exemples, on trouve toujours des clients. Parce qu'il y a des gens qui adorent ne pas se laver, il y a des gens qui adorent ne rien faire, etc., etc. Mais je veux dire qu'ensuite, parce qu'il y a eu des contacts justement à travers ces voyages, voilà encore une notion importante dont on n'a pas parlé, la notion du voyage, qui n'est pas nouvelle. Si vous permettez, elle n'est pas nouvelle, mais elle se rattache à l'idée de l'évasion sous toutes ses formes, y compris celle de la drogue d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et c'est là qu'on arrive. Vous permettez, excusez-moi. Et c'est là qu'on arrive quand même à poser la question un peu comme, je ne suis pas psychanalyste, mais certains psychanalystes ont étudié ces phénomènes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire si ce n'est pas une des formes, le gauchisme en étant une autre d'ailleurs, le révolutionnarisme en étant une autre, de refus de la réalité ou de fuite devant la réalité pour les... Vous avez un psychanalyste à côté de vous. Vous pourriez non, mais attendez. Alors peut-être s'il me dément, je serai plein de confusion. Mais ça peut arriver, j'en prends le risque. Un psychiatre. Les psychanalystes distinguent le principe, pas très au courant.
oui, considèrent que c'est le père qui représente le principe de réalité, et certains d'entre eux, peut-être pas vous, monsieur, mais certains d'entre eux considèrent que les mouvements antisociaux par rapport à la société actuelle, je ne dis pas antisociaux en général, qu'ils soient ceux des hippies ou ceux des gauchistes, sont une forme d'évitement, pour employer le mot qu'ils emploient, qui est un peu barbare, consiste à éviter l'affrontement avec le père et à supprimer le conflit. Bon. Et le père étant le père étant le principe de réalité, c'est la fuite devant la réalité. Écoutez, je ne suis pas psychanalyste, je ne prends pas la thèse à mon compte. Mais je la cite parce qu'elle peut être fournie au dossier. Avec toutefois, je voudrais tout d'abord faire un tout petit rectificatif pour que les choses soient bien claires. J'ai parlé de gauchistes américains et j'ai parlé de hippies. Je voudrais bien que les gens comprennent que ces deux mouvements, sauf au moment de 70 où il y a eu une répression féroce contre les hippies, qui là se sont rangés un peu du côté de la nouvelle gauche américaine, je dois dire, il faut le dire pour être honnête, que ces gens-là, tout en se côtoyant, en ayant parfois des idées communes, ne se sont jamais réellement interpénétrés. Il ne faudrait pas faire entendre que les gauchistes sont des hippies ou que les hippies sont les gauchistes. C'est vrai qu'il y a un désaccord fondamental. Il ne faudrait pas faire croire que mai 68 est le temple où a été le temple de la drogue, etc. Je voudrais bien que les choses soient claires dans ces discussions. Alors maintenant, vous me parlez de révolte contre le père, etc. Je crois que c'est Mandel qui a écrit plusieurs livres là-dessus, crise de génération. Personnellement, moi, je ne vois pas très bien en quoi les gauchistes font de l'évasion ou de la fuite ou le refus du père, etc. Moi, je ne comprends pas très bien. Le refus de l'affrontement avec le père, pas le refus du père. Oui, refus de l'affrontement. Vous trouvez qu'il ne l'affronte pas, le père? Je ne suis pas certain. Mais alors, qu'il vous êtes réellement. Vous en demandez plus. Vous voulez plus de papier pour l'affronter le molotov dans le monde? J'ai l'impression qu'il l'affronte surtout en le quittant. Il l'affronte par la fuite. Il faut savoir si on parle des hippies ou des gauchistes. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai précisé, je crois, que je ne confondais pas les gauchistes et les hippies. Monsieur Montebello, s'il vous plaît. Je voudrais renouer encore une fois, je m'excuse, mais le dialogue avec SVP, car la discussion, bon, je crois que... On les oublie un peu, les pauvres correcteurs. Darbois. Oui, mais il y a encore un reproche qui est formulé, je le vois dans toutes les fiches. Effectivement, les questions ne correspondent pas à ce que souhaite Michel Lancelot. Non, mais je crois qu'il faut dire une chose, je m'excuse de vous interrompre, mais je crois qu'il faut dire une chose et expliquer bien tout ce qui doit être expliqué, c'est qu'il y a un certain nombre d'opinions dont a fait état Darbois tout à l'heure, qui sont des opinions d'un certain nombre de téléspectateurs qui regardent cette émission ce soir et qui ne connaissent pas le problème aussi bien que vous. Quand je dis vous, c'est ceux qui le connaissent ou ceux qui l'ont étudié comme Michel Lancelot. Donc je crois que... Non, mais je crois qu'il faut répondre à leurs questions, même si elles nous apparaissent... Comme celui-là, Barjavel, reconnaissez-le, soyez honnête. Mais attendez, c'est pas bien fait pour introduire le débat, honnêtement. C'est pas facile. Non, permettez. D'abord, c'est moi qui ai la parole, je la prends de temps en temps. Non, changeons pas de sujet. Je voulais dire ça parce qu'il faut bien comprendre que ce soir, c'est une émission d'explication. Bon, alors, voilà. Alors, SVP. Pourquoi est-ce qu'on nous laisse Attendez, pas SVP. Nous qui sommes hippies ou qui connaissent Darbois. la question, tout à fait. D'abord, Alain, avant de donner la parole aux téléspectateurs, il faut que je m'adresse à eux pour leur demander de ne plus nous appeler. De ne plus nous appeler. Il y a eu d'abord un incident très grave, c'est que le central Carnot a sauté complètement. Et nous sommes restés plus d'un quart d'heure sans recevoir un seul appel. Il y a trop d'appels et il faut absolument cesser de nous appeler. Alors je le répète, ne nous appelez plus, ça n'est plus possible. Bien, d'ailleurs j'ai suffisamment de fiches, il y en a énormément, elles sont très difficiles à trier. Un reproche que je trouve encore, c'est qu'on dit aux hippies, vous fuyez vos responsabilités, votre attitude est une fuite. Oui. Moi, je voudrais vous dire que nous essayons de vivre notre vie sans fuir rien du tout. Premièrement, nous n'avons pas de grands moyens d'existence et nous avons toujours besoin de nous débrouiller. Mais nous aimons nous débrouiller le plus tout seul possible. La plupart d'entre nous, toutes les filles hippies que je connais, ont leurs enfants à la maison, font la cuisine elles-mêmes, cousent leurs vêtements elles-mêmes, peignent, tissent, font des handicrafts et font des choses comme ça. Alors, on travaille pour nous et on essaie de se créer une famille qui soit une anti-société parce qu'on trouve que chaque société
jusqu'à présent, tous les exemples historiques que nous avons eus. Mais vous reconstituez notre société. Non, nous essayons de ne pas considérer une société, nous essayons de rester des individus et on se rencontre, mais on ne vit pas forcément en communauté. Généralement, on se fait des familles et des amis et on circule énormément parce qu'on n'a pas de place nulle part dans le monde où on puisse vraiment s'installer. Sinon, on est obligé d'entrer dans ce système qui existe et qui est en train de se détruire. Il y a des tas de hippies qui s'installent à la campagne et qui commencent à cultiver le sol organiquement, qui essayent de... Ça correspond aussi à ce que disait l'institut tout à l'heure, c'est la lutte contre la pollution, le retour à la nature. La lutte contre la pollution, la création d'un sens du sacré qui appartient à chacun. Ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, ça peut être un type qui a les cheveux extrêmement longs, ça peut être un type qui a les yeux extrêmement brillants, ça peut être un illuminé, vrai ou faux, mystique ou pseudo-mystique, ça n'a pas d'importance. Chacun se crée son Dieu. C'est la liberté de reconnaître... de toute façon. De reconnaître quelqu'un. Vous pourriez parler d'un mouvement qui a commencé en Californie, justement, et qui s'appelle la Révolution pour Jésus. Et... Vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Et elle a commencé en 1968, mais surtout ça intéresse le problème hippie, parce qu'elle est composée de tous d'anciens hippies qui ont, à travers leur expérience, ont rencontré Jésus-Christ et qui ont changé complètement leur vie. Oui, mais Jésus et Jésus, ils ont tous ils ont tous une nouvelle manière de vivre maintenant et on vit tous en communauté. On a des communautés partout dans tout le monde entier. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. On est 2300. D'accord. Monsieur de Montebello. Il y a tout le monde qui peuvent rencontrer Jésus. Il y a des choses intéressantes. Alléluia. Si on peut revenir, bravo. Si on peut revenir sur la question qui, je crois, qui nous touche tous. De la fuite. La fuite, le voyage. Apprendre à vivre. Attendez voir. Il est vrai puis-je vous demander d'être assez concis? Très court, oui. Je crois que le fait de voyager est une indication, d'une part, que l'homme, en 1973, ou il y a 10 ans, c'est pareil, enfin, l'homme d'aujourd'hui considère que la planète n'est plus un domaine réservé et qu'on peut se transplanter. Déjà une bonne chose. Les problèmes de la Terre sont déjà ouverts à nous tous. Ce que je pourrais dire et demander à un hippie, c'est lui dire, bon, voyagez bien, mais allez en Inde où les problèmes humains, techniques, économiques, mais surtout les problèmes humains de survie dans certaines régions, attendez voir, sont tellement graves, il est souverain, il est impossible. Je le dis, c'est la seule critique peut-être que je peux avoir, sauf toutes les dégradations qu'on a vues. Ça, c'est évidemment effroyable. Mais par contre, demander à un hippie, enfin une jeune femme comme vous, d'aller en Inde, alors que Dieu sait quels sont les problèmes de ce pays, et de vous offrir le luxe de vivre votre petite vie sur le dos de ces gens. On ne vit pas sur le dos. Si, obligatoirement. Et il faut voir la tête, si vous permettez. Et on les fait vivre aussi. Non, pas du tout. Il faut voir la tête des Indiens qui se disent, c'est ça l'Europe? Bravo, chapeau. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose. Monsieur de Montebello, on s'éloigne un tout petit peu, je m'excuse, de la question qui nous était posée. Je vais être obligé de revenir à SVP, si vous le voulez bien. Guy? De la fuite, c'est intéressant. Oui. Et la non-violence. Et les frontières. Mais alors dites-le vite, parce que sinon on perd un petit peu de temps là. Parce que je veux dire, je crois que c'est un choix et dont chacun, c'est une réflexion que je propose. Reste à savoir si la démarche hippie est une fuite en avant, ou vers l'avant, si vous préférez, ou une fuite vers l'arrière. En fait, finalement, c'est cela. C'est un problème de stratégie, c'est un problème de l'homme par rapport au problème posé. C'est-à-dire, c'est l'homme, il a un adversaire, c'est un conflit, l'homme est conflictuel. Bon, est-ce que la démarche hippie est une fuite vers l'avant? Est-ce que c'est une fuite vers l'arrière? Je laisse à chacun le soin de réfléchir si vous permettez, et de tirer une conclusion. Que c'est une fuite en arrière. Oui, moi je pense que c'est une fuite vers l'avant. Peut-être, mais d'ailleurs l'avant et l'arrière peuvent se retrouver au bout d'un cercle. Quand je dis que c'est en quelque sorte une fuite en arrière, je veux dire simplement que ce qu'on sent chez vous, c'est le regret du paradis perdu. Bon. Oui. Non, mais ça c'est très bien de regretter le paradis perdu. C'est très bien de regretter, mais chercher sa voie vers le paradis perdu dans une forme d'action ou d'inaction que j'appellerais réactionnaire. C'est là qu'est le problème. Paradis sur terre, ça c'est très important. Vous l'avez répondu. Je crois qu'il l'a répondu lui-même à la question. Fuite en avant ou fuite en arrière? La réponse, c'est que, vous l'avez dit vous-même, nous constituons des sociétés à part, des marginaux. Nous faisons... Pas des sociétés. Enfin, je crois que c'est vous, Michel, pardon. Oui. Vous avez dit, nous faisons simplement qu'ils s'installaient de façon marginale à côté. De façon marginale.
La seule chose, constitue pas, on est là sur la seule chacun chose sur moi, sa place. moi je m'interroge, et je trouve ça extraordinaire, c'est que des gens en bonne santé et normaux puissent se mettre à part malgré la raison profonde qui est la leur, c'est-à-dire la recherche du bonheur et une contestation saine et intelligente. Non mais attendez, monsieur de Montebello, je crois que le dialogue ou l'absence de dialogue qui se fait en ce moment, c'est une réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Parce que Brigitte Axel a expliqué qu'il n'y avait pas de fuite. Vous considérez qu'il y a une fuite. Enfin, je veux dire, c'est le. Mais nous sommes hippies. Elle est hippie, ils sont hippies. Et lui connaît les hippies. Vous répondre. Alors, quelle est la place de l'homme sur la Terre? Est-ce de vous faire votre bonheur? Et dans ce cas-là, bravo. Maintenant est ici et nous sommes face à face. Non, je crois que la véritable question qui devrait être la question terminale et qui se pose au niveau de la drogue, qui se pose au niveau de l'action, qui se pose au niveau de la démarche, de la vie, de l'existence et du choix, il reste à savoir si dans nos sociétés, on tolérera et on laissera le droit à des hommes et à des femmes, quel que soit leur âge, de disposer de leur vie et de leur âme. Car c'est ça le problème. Oui. Excusez-moi, je vais préciser un point. Vous voulez dire à tous les hommes et à toutes les femmes. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des privilégiés. Non, mais c'est ce que je viens de dire. Bien sûr. Donc vous n'avez pas dit à tous les hommes et à toutes les femmes, vous avez dit à des hommes et à des femmes. Alors, ça veut dire ça, alors si vous voulez, je rajoute, alors si vous voulez, je corrige. Non, je dis ça parce que votre formule, oui, mais enfin ça, je veux dire, on ne peut pas y apporter de réponse ce soir. Je veux dire, non, c'est complexe, mais je veux dire, vous retrouverez cette question, elle se posera. Si vous ne l'avez fait, vous la ferez. Sur des émissions sur l'homosexualité, sur des émissions sur la contraception, etc. Et tous les problèmes qui peuvent se poser à un être humain qui choisit. Est-ce qu'on peut essayer d'y répondre par là? Est-ce qu'on peut essayer d'y répondre par la bande? C'est-à-dire que vous avez retracé l'historique du mouvement hippie, parti des États-Unis il y a 13 ans, etc. Bon, et qui s'est répandu dans le monde entier. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de statistiques, je ne pense pas qu'il y ait de chiffres. Mais est-ce qu'on... Non, si, il y en a... Vous n'auriez pas le temps de les donner de toute façon. Non. Je trouve que nous nageons en plein équivoque et je crois que nous sommes passés à travers et à côté de tous les grands problèmes au cours de cette émission. Je n'ai jamais vu une qui les esquive davantage. Monsieur Bensoussan, il vous appartenait de prendre la parole. Je dis mon sentiment. Personne ne vous en a empêché. Si, vous. Si, tout le monde. Ah, voyons. Soyons sérieux. Il y a 9 personnes. Il y a 9 personnes. Je pourrais les avoir vérifiées. Mais là, je crois qu'il y a encore dans les quelques secondes qui nous restent, au moins une ou deux équivoques à lever. Une principale, dans l'esprit de la plupart des gens, peut-être pas ceux qui sont ici ce soir, mais de la plupart des gens, hippie égale drogue. Ceci est une équivoque ridicule. J'ai essayé de la lever dès le début. Mais ridicule. Quand on a vécu, et nous l'avons fait un certain nombre d'entre nous, peut-être pas tous, mais un certain nombre d'entre nous dans les communautés hippies, nous apercevons que les communautés de junk, qui sont véritablement des toxicomanes, ne vivent pas. Ils peuvent revêtir l'uniforme, la défroque, mais ce ne sont pas des hippies. Ils n'en ont ni l'éthique, ni l'idéal, ni la manière de vivre. C'est totalement différent. Et voilà une première, je crois, séparation très importante à faire dans l'esprit des gens. Si on n'avait dit que cela ce soir, ce serait important. Et une seconde, enfin... C'est dit, ça y est. Je vous en remercie. Et une seconde, enfin, c'est Lancelot qui l'a très très bien dit, c'est la liberté pour chacun de faire sa chose. Pourquoi faire porter un jugement moral sur le fait, car c'est un jugement moral qui est porté par la plupart des gens en général et l'opinion publique, sur le fait de s'habiller de couleurs agréables plutôt que de couleurs mornes et tristes, sur le fait de vendre des objets d'un artisanat plutôt que de fabriquer, comme notre pays s'en vante, des armes destinées à tuer d'autres personnes. Nous sommes quand même un des plus grands exporteurs d'armes à tuer dans le monde et qui vont tuer des hommes, des femmes et des enfants demain, alors que je ne pense pas que les bracelets en vannerie tressée aient jamais tué qui que ce soit. Je pense qu'il y a des choses très importantes qui ont été soigneusement évitées. Et les assimilations au gauchisme, alors là vraiment c'est tellement enfantin sur le plan politique. Monsieur Bensoussan, pourquoi voulez-vous que nous évitions quelques questions que ce soit Personne n'a assimilé les hippies au gauchisme. Mais répondons-y. Pourquoi les a-t-on évités ce soir si soigneusement? Mais de quelle question voulez-vous parler qu'on ait pu éviter ce soir? Car celle justement de la non-violence sur laquelle nous n'avons pas eu le temps. Monsieur Bensoussan, comprenez bien une chose, c'est que si quelqu'un ici avait voulu éviter une question, il n'aurait pas fait d'émission, c'est encore beaucoup plus simple. Donc si vous voulez dire quelque chose, vous le dites. Mais non. C'est simple qu'au premier degré, voyons. Ce que je suis sûr et ce que je vis, c'est que ce dont tous ces jeunes ils ont besoin, ce dont vous avez tous besoin, c'est l'amour de Jésus. Et ce dont le monde a besoin, c'est une révolution spirituelle de l'esprit de Jésus. Mais c'est ce qui se passe maintenant, pas seulement avec Jésus, avec tout le monde. On ne parle plus là. On ne parle plus, on écoute. Redeviens bébé, redeviens bébé, redeviens bébé pour aller au ciel. Jésus a dit, redeviens bébé, redeviens bébé, redeviens bébé pour aller au ciel.
voilà qui est pour la psychanalyse n'a pas tout à fait tort. Oui. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Faut le dire, on connaît. Mais vous pouvez. Je l'ai dit. Qu'est le royaume des cieux. Redeviens bébé, redeviens bébé. On est terminé. Redeviens bébé pour aller au ciel. Jésus a dit, redeviens bébé, redeviens bébé, redeviens bébé pour aller au ciel. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Redeviens bébé, redeviens bébé, redeviens bébé pour aller au ciel. Jésus a dit, redeviens bébé, redeviens bébé, redeviens bébé pour aller au ciel. Merci. Mais je voudrais juste donner la parole à Michel Lancelot. Non, Juste je veux simplement pour dire, une toute petite conclusion. Oui, je veux simplement dire que je trouve cette chanson très bien, très jolie, etc., mais que je ne voudrais pas qu'elle serve de conclusion musicale à l'émission. Sous forme d'hymne, je ne suis pas du tout d'accord sur les paroles de cette chanson. Bon, alors. Je ne veux pas du tout redevenir un bébé. C'est une façon de vivre pourtant. Oui, mais c'est très bien, ça lui fait plaisir, il a le droit de vivre avec son bébé, etc. Michel. Je ne veux pas devenir un bébé, je ne pense pas que le nom de Jésus résolve tout. Etc., etc. Et on aurait pu parler de la Jesus Revolution, dont il a pas mal parlé, et qui est une chose assez gratinée, mais ça on pourra faire une autre émission un jour. On fera une autre émission. Ce que je voulais simplement dire, et vous en êtes témoin, c'est que ceci n'était pas prévu. Ah non, tout à pas du tout. Bon, bien. Alors je voulais simplement que vous disiez ce que vous voulez. Non, mais voilà, non, merci. Voilà, en tout cas, je vous remercie les uns les autres. Je pense qu'on pourra effectivement reparler du phénomène hippie en d'autres temps, et on n'arrivera sans doute pas à se mettre d'accord à la fin de l'émission. Et je voudrais remercier tous ceux qui nous ont appelés ce soir, même ceux qui n'ont pas vu leurs questions posées, et vous donner rendez-vous mardi prochain à 20h30 pour une nouvelle émission Les Dossiers de l'écran. Bonsoir.